Marshall Wallace avait toujours été un homme de précision. 15 années passées dans l'armée, au sein des Rangers, avaient dissous toute forme de douceur en lui, ne laissant derrière qu'un acier dissimulé sous une peau humaine. À 38 ans, ses larges épaules portaient bien plus que de la simple musculature. Elles supportaient le poids de 3 tournées en Afghanistan, de multiples opérations secrètes et d'une conviction inébranlable: la loyauté était la seule monnaie qui comptait dans ce monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Les rotors de l'hélicoptère de transport frappaient l'air au-dessus de lui, leur bourdonnement sourd remplissant l'espace alors que Marshall ajustait son sac de sport, observant le paysage familier de Fort Bragg disparaître lentement sous ses yeux. Ses mains rugueuses agrippaient une vieille photo froissée. Candace, tenant leur petite fille de 4 ans, Grace, lors de son premier jour à l'école maternelle. Les cheveux auburn de Candace captaient les rayons du soleil, son sourire radieux éclairait son visage tandis qu'elle regardait leur petite fille. Grace, avec les yeux verts de sa mère et le menton têtu de son père, souriait innocemment à la caméra, sans une dent. « Papa sera bientôt à la maison », murmura Marshall à l'intention de la photo, sa voix rauque des mois passés à crier des ordres dans les vents du désert. Le vibreur de son téléphone le fit sursauter, un message de son voisin, Dick Sims: « Fête de bienvenue à 18 h, Candace la prépare depuis des semaines. » Grace n'arrête pas d'en parler. Les coins des lèvres de Marshall se relevèrent légèrement, le plus proche d'un sourire qu'il ait eu depuis des mois. Dick était un homme de bien, un ancien marine qui comprenait la fraternité du service. Il avait veillé sur la famille de Marshall durant son déploiement, envoyant de temps en temps des nouvelles pour confirmer que tout allait bien. Mais quelque chose avait changé dans les appels récents de Candace. Sa voix portait une étrange distance, et elle était évasive concernant les détails de leur vie quotidienne. Lors de leur dernier appel vidéo, il y a 2 semaines, quand il avait demandé à parler à Grace, Candace avait prétendu qu'elle dormait, bien qu'il fût en plein milieu de la journée. L'excuse semblait vide, mais Marshall réprima ses soupçons. La paranoïa liée au déploiement était courante. Les maris imaginaient des problèmes qui n'existaient pas. L'avion atterrit sur la base aérienne de Pop Army, les ombres de l'après-midi s'étendant sur la piste. L'esprit de Marshall était déjà tourné vers sa surprise. Il avait dit à Candace qu'il ne serait pas de retour avant une semaine, désirant les surprendre, elle et Grace. L'image du visage de sa fille illuminée à l'idée de le voir lui donnait la force de traverser la douane et le trajet en taxi jusqu'à sa modeste maison de 2 étages dans la banlieue de Fayetteville. Alors que le taxi se gara dans l'allée, Marshall aperçut l'escalade noire de Brian McGowan, garé de l'autre côté de la rue. Brian, l'ami d'enfance de Candace venu de Géorgie, un vendeur d'assurance au discours séduisant, qui avait emménagé en ville il y a environ 6 mois. Marshall l'avait rencontré brièvement avant son déploiement, lors d'un barbecue. Quelque chose dans le sourire trop large de cet homme, et la manière dont ses yeux se posaient sur Candace, avait mis Marshall mal à l'aise, mais il avait repoussé cette impression, la qualifiant d'instinct territorial. Marshall paya le chauffeur et prit son sac, ses bottes frappant le trottoir en béton qu'il avait lui-même posé 3 étés auparavant. La porte d'entrée était déverrouillée. C'était inhabituel, Candace étant habituellement très vigilante sur la sécurité, mais peut-être était-elle devenue négligente en son absence. La maison semblait différente, plus froide. Marshall posa son sac dans l'entrée, remarquant l'absence des photos de famille qui ornaient autrefois les murs du couloir. Les dessins de Grace avaient disparu du frigo. Le silence s'écrasait contre ses tympans comme une pression profonde. « Candace » appela-t-il doucement, ne voulant surprendre personne. « Grace ». Un bruit étouffé monta de l'étage, un gémissement qui fit glacer son sang. Marshall monta les escaliers 3 à 3, ses réflexes tactiques prenant le dessus sur tout le reste. Le bruit se répéta, faible et brisé, venant de la chambre de Grace. Il poussa la porte et la scène qui se dévoila fit tanguer son monde. Sa fille était recroquevillée dans le coin de son lit, serrant contre elle un éléphant en peluche qu'il lui avait envoyé d'Afghanistan. Mais ce qui fit vaciller tout son univers, c'était la main gauche de Grace, 3 doigts manquants, les moignons enveloppés dans une gaze maculée de sang ancien. Grace. La voix de Marshall se brisa alors qu'il se précipitait à son chevet. Elle leva soudainement la tête, ses yeux verts écarquillés de terreur, une terreur qui se transforma lentement en un espoir désespéré. « Papa »
murmura-t-elle, puis plus fort, papa. Marshall la souleva dans ses bras, son cœur se comprimant tandis qu'elle enfouissait son visage contre son épaule. Elle semblait trop maigre, trop fragile, comme un oiseau aux ailes brisées. Papa, tu es revenu. Grace sanglotait contre son cou. Maman a dit que tu étais mort en criant comme un lâche au combat. Elle a dit que les méchants t'ont blessé et tu ne pouvais pas me sauver. Chaque mot était un poignard enfoncé entre ses côtes. Marshall força sa voix à rester stable, bien que la colère bouillonnait en lui comme une tempête prête à éclater. Je suis là maintenant, ma chérie. Papa est là. Peux-tu me dire ce qui est arrivé à ta main? Grace se recula, son petit visage tordu par les larmes. L'ami de maman, Brian. Il était en colère parce que j'ai renversé du jus sur ses chaussures. Il a dit que j'étais maladroite, comme toi, papa. Il m'a emmené dans le garage. Elle toucha les moignons bandés. Il a utilisé les gros ciseaux du jardin. Ceux pour les rosiers. La vision de Marshall se teinta de rouge. Des ciseaux de jardin. Ce salaud avait utilisé des ciseaux de jardin sur une enfant de 4 ans. Sa fille. Sa petite fille. Et maman, où est-elle maintenant? Demanda Marshall d'une voix aussi froide que la glace. Elle est chez Brian. Elle dort là-bas presque toutes les nuits maintenant. Elle a dit qu'elle disait que tu ne reviendrais pas. Alors, Brian est mon nouveau papa. La voix de Grace se brisa de nouveau. Mais je ne veux pas d'un nouveau papa. Je veux toi. Marshall la serra contre lui, son esprit déjà en train de passer en mode froid et calculateur, celui qui lui avait permis de survivre à d'innombrables missions. Mais ce n'était pas l'Afghanistan ni l'Irak. C'était chez lui. C'était sa famille. C'était une trahison d'une ampleur biblique, qui demandait une vengeance tout aussi grande. Grace, ma chérie, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, dit Marshall en la repoussant légèrement pour regarder dans ses yeux. Papa va s'assurer que tu ne sois plus jamais blessée. Tu comprends? Elle hocha la tête gravement, la confiance brillait dans ses yeux remplis de larmes. Bien. Maintenant, je vais appeler l'oncle Dick pour qu'il vienne rester avec toi pendant que papa s'occupe de certaines choses. Tu peux être courageuse encore un peu. J'ai été courageuse longtemps, papa, dit Grace d'une voix beaucoup trop mature pour ses années. Le cœur de Marshall se brisa puis se reforma, plus dur, plus froid. En attrapant son téléphone pour appeler Dick, une pensée résonna dans son esprit comme un jugement de mort. Personne ne touche ma fille et vit pour le raconter. Chapitre 2, Sang et mensonges. Dick Sims arriva 10 minutes après l'appel de Marshall, le visage grave et les mains tremblantes alors qu'il examinait les blessures de Grace. Les yeux de l'ancien marine rencontrèrent ceux de Marshall au-dessus de la tête de l'enfant, et une communication silencieuse se produisit entre eux, une sorte de connexion qui ne se faisait qu'entre des hommes ayant connu la guerre. « Mon Dieu, Marshall, murmura Dick lorsqu'ils pénétrèrent dans le hall. Depuis combien de temps ça dure? C'est ce que je vais découvrir, répondit Marshall, la voix aussi froide que de l'acier trempé. Tu peux rester avec elle? J'ai des affaires à régler. Dick hocha la tête d'un air sombre. Tu sais que je vais. Mais Marshall, qu'est-ce que tu as prévu? Le sourire de Marshall était aussi tranchant que du verre. Je vais avoir une conversation avec ma femme. Avant de partir, Marshall s'agenouilla à côté du lit de Grace où Dick lui lisait une histoire. La main bandée de sa fille reposait sur son éléphant en peluche, et la vue de cette image envoya de nouvelles vagues de rage à travers son système. Grace. Chérie, je dois te poser une question importante, dit Marshall doucement. En dehors de tes doigts, est-ce que Brian t'a blessé ailleurs? Le visage de Grace se tordit et elle hocha la tête lentement. Elle souleva son pyjama pour dévoiler des marques circulaires de brûlures sur ses côtes. Des brûlures de cigarettes, précises et délibérées. Marshall compta 7 d'entre elles. Chacune témoignait de la cruauté calculée. Il a dit que c'était une punition pour avoir été mauvaise, murmura Grace. Maman a regardé. Elle a dit que je le méritais, parce que je ne l'appelais pas papa. Dick Sims murmura une prière et une malédiction dans le même souffle. Marshall acquiesça simplement,
enregistrant chaque détail dans cette partie de son esprit formé pour tout retenir, oublier rien et planifier en conséquence. Le téléphone de Marshall vibra, un message d'un numéro inconnu, la fête surprise commence dans 30 minutes. Candace est tellement excitée de te voir, Dina. Dina Glass, la sœur de Candace. Apparemment, la mascarade continuait. Parfait. Marshall embrassa le front de Grace. L'oncle Dick va t'emmener dans un endroit sûr pendant que papa s'occupe de certaines choses. Je te promets que tu ne verras plus jamais Brian. Le trajet jusqu'à la maison de Brian Mcgowan prit 12 minutes, traversant les rues suburbaines bordées de chênes et de clôtures blanches. Marshall avait évidemment fait sa reconnaissance. Avant son dernier déploiement, il avait pris soin de tout savoir sur les nouveaux voisins et les nouvelles connaissances de sa famille. Brian vivait dans une de ces grandes maisons clinquantes à out, ces sortes de MC mansions qui criaient l'argent facile et l'insécurité. Marshall se gara 3 maisons plus loin et observa. À travers les grandes fenêtres de devant, il apercevait des gens se déplacer à l'intérieur. La fête surprise était bien en cours. Il reconnut plusieurs visages. La sœur de Candace, Dina, son mari Neil Campbell, et quelques autres amis de la famille. Tous complices de cette fiction, prétendant que Candace n'était pas une criminelle, une adultère, une maltraitante d'enfants. Marshall fit le tour de la maison, se déplaçant dans l'ombre avec l'agilité d'un soldat professionnel. La porte coulissante arrière était déverrouillée, une erreur de sécurité qui allait coûter cher. Il s'introduisit par la cuisine, notant les appareils électroménagers coûteux et les comptoirs en granit. Peu importe ce que Brian faisait dans la vie, il semblait bien rémunéré. Des voix flottaient depuis l'avant de la maison. Marshall suivit le bruit, ses bottes silencieuses sur le plancher en bois. Il se positionna derrière un demi-mur qui séparait la cuisine du salon, observant la scène comme un prédateur étudiant sa proie. Candace se tenait près de la cheminée, portant une robe rouge que Marshall ne lui avait jamais vue avant. Ses cheveux auburn étaient coiffés différemment, plus courts, plus sophistiqués. Elle était magnifique. Brian Mcgowan, qui avait sa main possessivement enroulée autour de la taille de Candace, semblait complètement étranger à Marshall, comme un inconnu arborant le visage de sa femme. Dans sa main, une bière qu'il tenait avec une désinvolture presque provocante. Je pense toujours que Marshall pourrait arriver en avance, dit Dina, sa voix trahissant une pointe d'incertitude. Il est toujours si imprévisible. Non, il ne viendra pas, répondit Candace avec une certitude qui fit se tendre les mâchoires de Marshall. Son vol n'atterrit que mardi prochain. Et même s'il arrivait plus tôt, il irait d'abord chez lui. On aurait largement le temps de nous préparer. Un rire émergea des lèvres de Brian, un son rauque et gênant qui gratta les nerfs de Marshall. « Détends-toi, bébé », lança-t-il, un sourire moqueur sur les lèvres. Même si G.I. Joe débarque, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Tu vas de toute façon demander le divorce, et j'ai déjà parlé à mon avocat pour la garde des enfants. Quelle garde des enfants? Intervint Neil Campbell, l'air perplexe. Eh bien, Grace a eu quelques accidents dernièrement, répondit Brian, un sourire qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. Quelques visites aux urgences, des blessures inexpliquées. La pauvre petite est vraiment maladroite depuis le déploiement de son père. Si ça continue, les services sociaux risquent de devoir intervenir. Les poings de Marshall se serrèrent. Ce salaud était en train de tisser une toile, de créer un récit où Grace apparaissait comme maladroite, tout en se lavant les mains de toute responsabilité, lui et Candace. C'était une manipulation sophistiquée, marquée par l'expérience et la prévoyance. C'est terrible, dit Dina, mais sa voix laissait entendre qu'elle en savait sans doute bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Peut-être que Grace serait mieux avec une figure paternelle plus stable. Candace acquiesça silencieusement. Brian a été merveilleux avec elle, ajouta-t-elle. Il lui apprend la discipline et le respect, des choses que Marshall n'a jamais pris le temps d'inculquer, parce qu'il était toujours déployé. Discipline? Murmura Marshall, ses pensées allant aux marques de brûlures de cigarettes sur le torse de sa fille. Brian serra Candace contre lui, sa main glissant plus bas sur sa hanche. Les enfants ont du potentiel, mais il faut une main ferme. Marshall était trop mou, trop permissif. C'est pour ça qu'elle est si rebelle maintenant.
Assez rebelle pour renverser du jus sur tes nouvelles chaussures, rit Candace, et le son de sa voix fit éclater les tympans de Marshall comme du verre brisé. Les enfants apprennent vite quand il y a de vraies conséquences, répondit Brian, son ton se faisant condescendant. Crois-moi, elle ne refera pas cette erreur. Marshall en avait assez. Bien plus que ce qu'il pouvait supporter. Il émergea de l'ombre, se glissant dans le salon avec la grâce silencieuse de la mort elle-même. Eh bien, c'est cosy ici, dit Marshall d'une voix calme, mais lourde de menaces. La conversation se coucha instantanément. Le visage de Candace vira au blanc, puis au rouge, puis de nouveau au blanc. La main de Brian se resserra autour de sa bouteille de bière, son corps se tendant comme un animal pris au piège. Les autres invités restèrent là, figés, leur visage exprimant tout le spectre de la surprise, de l'embarras et de la peur. Marshall. Candace haleta, une main plaquée contre sa poitrine. Tu es ma surprise en avance, lança Marshall, sans la moindre chaleur dans sa voix, ses yeux scrutant les visages autour de lui, analysant les réactions, les positions, les potentiels de menaces. Des habitudes forgées dans des lieux dangereux. Brian s'avança, maintenant toujours son bras autour de Candace. Salut, soldat. Son sourire était un rictus froid. On fêtait justement quelque chose. Bienvenue à la maison. Je vois ça, répondit Marshall, le regard dur. Dis-moi, Brian, depuis combien de temps tu partages la vie de ma femme? La vulgarité de la question frappa la pièce comme une gifle. Dina étouffa un cri, Neil faillit s'étouffer avec sa boisson. Le visage de Brian se ferma, marqué par la colère, et quelque chose d'autre. De la peur, peut-être? Ou un calcul froid? Maintenant écoute, mec, commença Brian d'un ton agressif, ses yeux brillants de menace. Tu ne peux pas simplement. 8 mois, interrompit Candace, sa mâchoire serrée. Ça fait 8 mois, Marshall. Et je ne suis pas désolé. L'aveu se posa dans l'air comme un gaz empoisonné. Marshall hocha lentement la tête, comme s'il venait d'entendre un bulletin météo. 8 mois, répéta-t-il, l'air détaché. C'est un timing intéressant. C'est à peu près à cette époque que Grace a commencé à avoir ses accidents. Les yeux de Brian se plissèrent. Qu'est-ce que tu sous-entends? Marshall fit un pas en avant, son attitude décontractée, mais une menace palpable émanait de lui. Je ne sous-entends rien. Je dis des faits. Premier fait, ma fille a perdu 3 doigts. Deuxième fait, elle a 7 brûlures de cigarettes sur son torse. Troisième fait, elle m'a expliqué exactement comment elle a eu ses blessures et qui les lui a infligées. Le silence s'installa dans la pièce, interrompu seulement par le tic-tac d'une horloge grand-père de luxe. Le visage de Brian passa par plusieurs émotions, surprise, colère, calcul, et enfin une détermination glaciale. T'as toujours été un paranoïaque, dit Brian, enfin. Cette gamine raconte n'importe quoi depuis le début. Elle est perturbée, Marshall. Probablement à cause d'un père violent qui n'est jamais là. Père violent, répéta Marshall, comme absorbant l'absurdité de l'accusation. C'est l'histoire que tu choisis? Candace s'avança, la voix tremblante, entre la rage et la peur. Marshall, il faut que tu partes. C'est la maison de Brian, et tu n'es pas le bienvenu ici. Le sourire de Marshall était une chose terrible à voir. Tu as tout à fait raison, Candace. C'est la maison de Brian, et tu as raison de dire que je ne suis pas le bienvenu ici. Il s'arrêta un instant, savourant le silence, avant d'ajouter, le problème, c'est que je ne partirai pas sans avoir une conversation complète sur les blessures de ma fille, toutes ces blessures, dans les moindres détails. La menace dans sa voix était évidente, et Brian sembla l'entendre. Il fit un léger mouvement vers sa ceinture, un geste trahissant la présence d'une arme cachée. Je crois que cette fête est terminée, dit Brian prudemment. Peut-être que tout le monde devrait rentrer chez soi maintenant. Nous réglerons cela plus tard, lorsque les émotions se seront calmées. Les émotions? Le rire de Marshall éclata comme un os brisé. Frère, tu n'as encore rien vu de mes émotions, mais tu vas bientôt comprendre. Il se tourna vers la pièce, adressant son regard à Dina, Neil et les autres. Vous avez exactement 60 secondes pour quitter cette maison.
Ce qui se passera après, cela concerne ma femme, l'homme qui a mutilé ma fille, et moi. Un silence lourd s'installa. Personne ne bougea. Puis Dina attrapa son sac à main. Marshall, s'il te plaît, ne fais rien que tu pourrais regretter. Oh, je ne regretterai rien, répondit Marshall, sans quitter des yeux Brian. Mais je ne peux pas en dire autant pour les autres. Les invités se hâtèrent de sortir, laissant dans le salon soudainement désert Marshall, Candace et Brian. Dehors, les moteurs des voitures ronronnèrent avant de s'éloigner dans la nuit. Bien, commença Marshall d'un ton presque amical. Parlons des conséquences. Chapitre 3, l'art de la guerre. Le silence dans le salon de Brian Mcgowan semblait s'étirer à l'infini, tendu comme un fil prêt à se rompre. Marshall se tenait immobile, ses mains relâchées le long du corps, tandis que Brian et Candace se rapprochaient du foyer, comme des animaux pris au piège, cherchant désespérément la protection du nombre. Marshall, laisse-moi expliquer, commença Candace, sa voix prenant cette tonalité suppliante qu'elle utilisait autrefois pour de petits mensonges, des anniversaires oubliés, des achats anodins, des tromperies inoffensives qui paraissaient désormais presque mignonnes en comparaison de cette trahison. « Expliquer quoi exactement ?» répondit Marshall, d'un ton presque détaché. « Expliquer comment tu as laissé ton petit ami torturer notre fille de 4 ans. Expliquer comment tu lui as dit que j'étais mort, ou comment tu as empoché mes prestations de décès pendant que je risquais ma vie en Afghanistan pour échapper au IED. » La main de Brian se rapprocha de sa ceinture, lentement, presque imperceptible. Marshall suivit le mouvement du regard, sans ciller, tout en maintenant son attention sur sa femme. « Je n'ai jamais voulu que Grace souffre, » dit Candace, les larmes commençant à couler. Brian ne faisait que tenter de la discipliner, et elle était tellement difficile. « Stop !» coupa Marshall d'un ton tranchant. « Arrête de parler tout de suite. » La dureté de ses mots, l'autorité qu'il avait forgée en commandant des hommes dans des situations de vie ou de mort, fit instantanément effet. La bouche de Candace se ferma aussitôt, ses yeux s'écarquillèrent, pris de la terreur qu'elle n'avait jamais vue dans le regard de son mari. Marshall sortit son téléphone et le leva pour que les deux puissent voir l'écran. « J'ai enregistré cette conversation depuis mon entrée. Chaque mot, chaque confession, chaque aveu de maltraitance sur mineur. » Il marqua une pause. « C'est déjà téléchargé sur un serveur sécurisé et envoyé à 3 agences d'application de la loi. » Le visage de Brian devint livide. « Ce n'est pas légal. Tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans. » « La Caroline du Nord est un État à consentement d'une seule partie, » répondit Marshall avec calme. « Je peux enregistrer n'importe quelle conversation à laquelle je participe. Et étant donné que cette conversation concerne les abus systématiques de ma fille, j'imagine que les autorités seront très intéressées par les détails. » Candace s'effondra dans une chaise, l'ampleur de la situation enfin frappant son esprit. « Marshall, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. » Marshall rit sans humour. « Candace, tu as regardé un homme couper les doigts de ta fille avec des sécateurs de jardin. Tu as participé à la brûler avec des cigarettes. Tu lui as dit que j'étais mort pour briser son esprit. Il n'y a rien à arranger. » Brian fit alors son mouvement. D'un geste rapide, il tendit la main vers son arme dans son pantalon. Mais Marshall l'avait anticipé. Avant même que les doigts de Brian n'effleurent la poignée, Marshall était déjà en mouvement. 15 années d'entraînement en combat rapproché se comprimèrent en 3 secondes de violence fluide. La main gauche de Marshall captura le poignet de Brian tandis que sa droite écrasait un coude dans le plexus solaire de l'homme. Brian se plia en avant, haletant, et Marshall lui arracha son arme. Un Glock 19, une balle déjà dans la chambre. Marshall observa l'arme avec une efficacité professionnelle. Bon choix, fiable, simple, efficace. Il éjecta le chargeur, dégorgea la chambre et lança les pièces dans des directions opposées. Bien sûr, tout ça ne sert à rien si tu n'arrives même pas à la sortir. Brian était à genoux, serrant sa poitrine, luttant pour respirer. Candace s'était repliée dans la chaise, comme si elle voulait s'effacer dans le mobilier. « Voici ce qui va se passer, » dit Marshall d'un ton calme, mesuré, celui qu'il utilisait lors des briefings de mission. « Candace, tu vas faire une seule valise et quitter cette maison ce soir.
Tu n'auras aucun contact avec Grace. Tu ne t'approcheras pas de notre maison. Et tu n'essaieras pas d'interférer dans la procédure de divorce. Marshall, c'est ma fille aussi. Non. Le mot tomba comme un coup physique. Les mères ne regardent pas leurs enfants se faire torturer. Les mères ne participent pas aux abus. Tu as perdu ce droit dès le moment où tu as choisi cet homme immonde plutôt que ta propre fille. Marshall tourna son regard vers Brian, qui avait réussi à se relever, mais peinait toujours à respirer. Et toi? Ce soir, tu vas disparaître pour de bon. Tu ne peux pas me menacer. Brian haletait. J'appellerai la police. Tu ne feras rien, intervint Marshall. Parce que si tu restes dans cet état, si tu t'approches à moins de 160 km de ma fille, je te traquerai et tu regretteras de ne pas être mort dans ton sommeil. La promesse dans sa voix était absolue, et Brian sembla la comprendre. Son visage traversa des stades de bravade, de calcul et, enfin, de pure terreur. Marshall sortit de sa poche un petit appareil, un traceur GPS, de la taille d'une pièce de monnaie. Voici un équipement de surveillance de grade militaire. Complètement indétectable, totalement introuvable, et à une portée impressionnante de 80 km, l'appareil était d'une efficacité redoutable. Et j'en possède 6 autres tout aussi performants. Il lança le traceur à Brian, qui l'attrapa d'un réflexe. Voilà ton agent de probation, poursuivit Marshall. Si un jour cet appareil cesse de s'éloigner de la Caroline du Nord, ou s'il se dirige vers ma famille, je le saurai immédiatement, et je viendrai te chercher. Brian secoua la tête, incrédule. C'est de la folie, dit-il, mais sa voix manquait de certitude. Tu ne peux pas. Marshall l'interrompit froidement. Tu ne peux pas quoi? Protéger ma fille? Assurer sa sécurité? Il marqua une pause, son sourire glacial s'élargissant. Tu sembles croire que les règles normales s'appliquent ici. Mais elles ne s'appliquent pas. Il se leva, ses yeux perçants plantés dans ceux de Brian. J'ai passé 15 ans à apprendre à traquer, capturer et éliminer les menaces à la sécurité nationale. Et toi? Tu n'es qu'une autre cible. Candace, qui avait observé la scène en silence, prit enfin la parole. Marshall, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Pense à Grace. Elle a besoin de stabilité. Mais Marshall répondit sans un frémissement, presque sans émotion. Elle a besoin de ne jamais revoir aucun de vous deux. Il se tourna vers elle, impitoyable. Elle a besoin de thérapie, de soins médicaux, et de temps pour guérir des traumatismes que vous lui avez infligés. Ce dont elle ne veut pas, c'est de parents qui croient que les sécateurs de jardin sont des outils disciplinaires appropriés. Puis, comme pour ajouter du sel à la blessure, il sortit de nouveau son téléphone, glissant son doigt sur l'écran. Pendant que nous parlions, j'ai été occupé. Les services de protection de l'enfance ont été avertis. Le FBI a été notifié. Les maltraitances sur mineurs à travers les frontières des États deviennent une affaire fédérale dès qu'un parent est militaire. Et la JAG a été alertée, car cela touche ma sécurité et mon statut de déploiement. Il balaya l'écran pour en montrer un autre. Ta sœur Dina a reçu un colis très intéressant il y a une dizaine de minutes. Les mains tremblantes de Candace, elle lut les mots, des photos des blessures de Grace, des enregistrements audio des aveux de ce soir et un calendrier détaillé des événements. Elle savait déjà que Dina appelait probablement leur mère à cet instant précis. Marshall continua, son ton détaché. L'agence d'assurance de Brian a également reçu un colis similaire. C'est fascinant de voir à quelle vitesse la rumeur se répand dans les petites communautés. Je parie que son affaire va devenir intéressante dans les semaines à venir. Brian, pâle puis vert de peur, sentit son monde s'effondrer. Son entreprise d'assurance, fondée sur la réputation et la confiance, venait de perdre tout crédit, tout capital. Il était à présent un paria. « Tu veux nous détruire » murmura Brian, la voix pleine d'angoisse. « Non » répondit Marshall, sans le moindre élan de pitié. « Je veux protéger ma fille. Vous détruire n'est qu'un agréable effet secondaire. » Puis, se dirigeant vers la fenêtre, il jeta un coup d'œil à l'extérieur, à travers les stores. « Vous avez 30 minutes pour faire vos valises, Brian. Après ça,
Je commence à appeler des gens beaucoup moins raisonnables que moi. » Candace, effrayée, lui demanda « Quels gens ?» Le sourire de Marshall se fit plus glacial, véritablement terrifiant. « Tu savais que 3 de mes camarades de l'armée vivent à quelques heures d'ici ? Jake Cross, qui gère une entreprise de sécurité privée à Raleigh. Ralph Best, qui travaille dans la récupération d'actifs, légal ou non. Et Derek Schultz, qui vient juste de quitter la brigade et cherche du travail en freelance. » Il laissa un moment de silence. « Ce sont des hommes qui ont passé des années là où la justice se mesure en douilles et en sacs mortuaires. Ils possèdent des compétences bien particulières et ils sont incroyablement loyaux envers leurs amis et leurs familles, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants blessés. » Brian s'était déjà mis en mouvement, poussé par l'instinct de survie. Mais Candace resta là, pétrifiée dans son fauteuil, les larmes coulant sur ses joues. « Marshall, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais Grace est encore ma fille. Je l'aime. » Marshall se pencha alors à ses côtés, sa voix se faisant soudainement douce, comme un souffle. « Candace, je sais que tu penses l'aimer, mais l'amour ne brûle pas un enfant avec des cigarettes. L'amour ne coupe pas des doigts. L'amour ne choisit pas un petit ami abusif au lieu de sa propre fille innocente. » Il se redressa, son regard redevenant dur comme la pierre. « Tu as eu 8 mois pour choisir Grace, 8 mois pour la protéger, pour quitter Brian, pour être une mère. Au lieu de cela, tu as choisi de participer à sa torture. Ce choix a des conséquences. » Des bruits de valises en train d'être fermées parvinrent du haut des escaliers. Marshall vérifia sa montre. Brian, apparemment poussé par la peur, faisait preuve d'une efficacité redoutable. Tant mieux. Cela rendrait cette transition plus fluide pour tout le monde. Candace, les yeux pleins de larmes, demanda d'une voix tremblante, « Et maintenant ?» Marshall la fixa, sans pitié. « Maintenant, vous disparaîtrez toutes les 2 de ma vie. Grace recevra la thérapie et les soins dont elle a besoin. Je vais demander le divorce et la garde exclusive. Et nous passerons tous à autre chose. » Un silence lourd s'installa, mais Candace n'eut même pas le temps de réagir. Il ajouta, d'un ton glacial, « Et si vous ne disparaissez pas ?» Candace se renfrogna, sentant la terreur l'envahir. Mais ce n'était pas de la peur physique. Non, c'était la peur d'une chose bien plus terrible, la fin d'une vie telle qu'elle l'avait connue. « Alors je cesserai d'être raisonnable, » dit Marshall, son regard glacé. « Et crois-moi, Candace, tu ne veux pas savoir ce à quoi ressemble l'irraisonnable. » Marshall s'installa à côté de Dr. Cahill, les sourcils froncés, son regard durci par les révélations. Les blessures infligées à Grace étaient d'une précision glaçante. La coupure sur ses doigts, dit Dr. Cahill avec une prudence calculée, a été faite avec une telle maîtrise qu'elle montre que l'auteur savait exactement où frapper pour infliger un maximum de souffrance tout en évitant les vaisseaux sanguins majeurs. Ce n'est pas l'œuvre d'un individu en proie à une rage incontrôlée. Marshall serra la mâchoire, la conclusion de Dr. Cahill ne faisait que confirmer ce qu'il soupçonnait, préméditation. « Je suis d'accord avec votre évaluation, » répondit-il gravement. « Les brûlures aussi, leur placement est stratégique, dissimulé sous les vêtements. Elles ont été faites pour infliger de la douleur sans laisser de cicatrices visibles. Cela montre une personne ayant une certaine expérience dans l'art de causer des traumatismes contrôlés. » Dr. Cahill tendit à Marshall un dossier épais. « J'ai tout documenté pour les procédures judiciaires. Mais Marshall, il faut que vous compreniez que Grace aura besoin d'une thérapie intense. Les blessures physiques guériront, mais le traumatisme psychologique, cela prendra du temps. Combien de temps ? Des années, probablement. Et ce, même avec un suivi professionnel et un environnement stable. Les enfants aussi jeunes qui subissent une cruauté délibérée de la part d'une figure parentale voient leur vision du monde profondément bouleversée. » Marshall ouvrit le dossier et se plongea dans les photos médicales, chaque image s'imprégnant dans sa mémoire comme une brûlure. Les petites mains de Grace, son torse marqué, et ce regard hanté qu'elle avait eu lors de l'examen. Tout cela était la preuve d'une cruauté systématique qui allait alimenter sa rage pour le reste de sa vie. « Il y a autre chose, » poursuivit Dr. Cahill. Lors de notre évaluation psychologique, Grace a mentionné d'autres incidents, des choses qui se sont passées pendant votre déploiement,
avant même l'incident des doigts. Je pense que cette maltraitance a empiré au fil des mois. Marshall fixa Dr. Cahill, son souffle se coupant légèrement. Quelle sorte d'incident, demanda-t-il, une anxiété palpable dans la voix. Isolation, être enfermé dans des placards ou au sous-sol pendant des heures. Privation de nourriture, être envoyé au lit sans dîner comme punition pour de petites infractions. Manipulation émotionnelle, lui dire que vous étiez mort, que vous l'aviez abandonné, qu'elle ne valait rien. Chaque mot était un coup de poing, chaque révélation frappant Marshall comme un choc électrique. Pendant qu'il servait son pays, croyant sa femme en train de protéger leur fille, Grace vivait un cauchemar qui s'était intensifié au fil des mois, jusqu'à atteindre l'horreur ultime de la mutilation. Son téléphone vibra. Un message de Dick Sims. Colis livré comme demandé. La vidéo confirme la réception. Marshall avait demandé à Dick de remettre des copies des preuves à plusieurs personnes clés, pas seulement aux autorités, mais aussi à des membres de la communauté qui devaient connaître la vérité avant que Candace et Brian n'aient le temps de façonner leur propre version des faits. Dr. Cahill, il faut que je vous demande quelque chose, dit Marshall d'une voix basse, presque marbrée de détermination. À quel point ce genre de maltraitance systématique est-il courant? Plus courant qu'on ne voudrait l'admettre, répondit Dr. Cahill, le regard sombre. Cela implique généralement un parent ayant la garde et un partenaire romantique qui voit l'enfant comme une compétition ou un obstacle. L'abus a alors deux objectifs, contrôler l'enfant et imposer son pouvoir sur le parent gardien. Marshall serra les poings. Donc Brian cherchait à dominer à la fois Grace et Candace. Oui, cela correspond au schéma que nous observons. Mais pourquoi votre femme a-t-elle participé au lieu de protéger Grace, demanda Dr. Cahill, intrigué. C'était la même question que se posait Marshall. La Candace qu'il avait épousée 8 ans plus tôt était une femme nourrissante, protectrice, une mère férocement maternelle. La femme qui avait regardé Brian mutiler leur fille n'était plus la même. Ou peut-être était-ce une autre Candace, une facette cachée qui attendait juste les bonnes circonstances pour se révéler. Son téléphone sonna. L'écran affichait Jake Cross, un de ses anciens camarades de l'armée qu'il avait mentionné à Brian. « Marshall, j'ai reçu ton message. » La voix de Jake était tendue, maîtrisée, mais la colère était évidente. « Dis-moi que tu ne l'as pas laissé partir, cet imbécile. »« Il est parti, » répondit Marshall d'une voix froide. « Il a quitté la ville la même nuit où je l'ai confronté. »« Parti où ?» Jake sembla retenir son souffle. Selon le tracker que j'ai mis sur sa voiture, il est en Caroline du Sud. Il semble se diriger vers la Floride. Et Candace? Elle est chez sa sœur à Wilmington. Elle a contacté un avocat spécialisé en divorce, mais elle n'a pas cherché à voir Grace ni à interférer avec la situation de garde. Jake garda un silence un moment. Tu sais, Marshall, il y a des moyens de s'assurer qu'ils ne poseront plus jamais de problème. Des moyens permanents. L'offre pendait dans l'air entre eux. Marshall savait que Jake, avec ses contacts et sa philosophie de résolution de problèmes définitive, n'avait aucune hésitation à franchir cette ligne. « Je te remercie pour l'offre, Jake, » dit Marshall après un moment, « mais j'ai la situation sous contrôle. »« Tu es sûr ?» Jake insista. « Parce que si ça revient, si jamais il pense à ta petite fille ne serait-ce qu'une seconde, je m'en occuperai moi-même. » Marshall répondit calmement, « Mais Jake, j'aurais peut-être besoin d'aide technique pour la surveillance. Assistance juridique, tout ce qu'il te faut. Ralph Best a des connexions dans le milieu juridique et Derek Schultz gère une opération de surveillance de haute volée. On pourra garder un œil sur eux indéfiniment. » Après avoir raccroché, Marshall retourna dans l'hôpital et trouva Grace assise dans la salle d'attente, avec une psychologue pour enfants, Jessica Dixon. Grace dessinait des images avec sa main intacte. Des images sombres et perturbantes qui traduisaient le chaos dans son esprit jeune. « Papa » appela Grace lorsqu'elle le vit. « Docteur, Jessica dit que je peux dessiner ce que je ressens, mais mes dessins sont toujours effrayants. » Marshall s'agenouilla à côté d'elle et observa les dessins. L'un montrait une figure de bâton dans un garage entouré de silhouettes plus grandes tenant des objets tranchants. Un autre représentait une maison avec des fenêtres comme des yeux et une porte comme une bouche hurlante. Le troisième était simplement un enchevêtrement de gribouillage noir couvrant toute la page.
Ça va, Grace, tes dessins sont bien. C'est normal de dessiner des choses effrayantes, expliqua Dr. Dixon. La thérapie par l'art aide les enfants à traiter les traumatismes. Grace exprime ses sentiments de manière saine. Marshall regarda le visage de sa fille. Toujours aussi belle malgré les traumatismes, toujours aussi innocente malgré tout ce qu'elle avait enduré. Grace, ma chérie, tu te souviens des histoires que papa te racontait sur les chevaliers courageux qui protégeaient les gens des monstres? Grace hocha la tête sérieusement. Eh bien, papa est un genre de chevalier, et mon travail, c'est de m'assurer que les monstres ne puissent plus jamais te faire de mal. Tu crois ça? Oui, papa. Mais et si les monstres reviennent? Le visage de Marshall se durcit. Alors, papa fera ce que les chevaliers font aux monstres. Dr. Dixon haussa un sourcil à cet échange, mais Marshall s'en moquait. Sa fille avait besoin de se sentir en sécurité, et la seule manière de garantir sa sécurité était de lui montrer que les menaces seraient affrontées avec une force écrasante. Ce soir-là, après avoir installé Grace chez Dick Sims pour la nuit, Marshall retourna dans sa propre maison pour la première fois depuis la découverte des blessures de sa fille. La maison semblait vide, contaminée par la connaissance de ce qui s'était passé ici pendant son absence. Il parcourut chaque pièce méthodiquement, rassemblant des preuves de la trahison de Candace. Et la souffrance de Grace. Dans la chambre de Grace, il découvrit les fournitures de premiers secours qui avaient été utilisées pour soigner ses blessures. Des compresses, de l'antiseptique, des médicaments contre la douleur, le tout caché dans une boîte à chaussures sous son lit, ce qui laissait entendre que ses blessures avaient été délibérément dissimulées. Dans la chambre principale, Marshall trouva des preuves de la présence prolongée de Brian. Des vêtements masculins, des articles de toilette, même une clé de rechange pour son escalier. Le niveau de confort et de présomption était stupéfiant. Brian n'avait pas simplement eu une liaison avec Candace. Il avait vécu dans la maison de Marshall, dormant dans son lit, et torturant la fille de Marshall. Le téléphone de Marshall vibra, affichant un appel d'un numéro inconnu. Il décrocha prudemment. « Sergent Wallace, ici l'agent Andrea Sampson du FBI. Je comprends que vous ayez signalé un cas de maltraitance infantile avec des implications fédérales. C'est exact. J'aimerais organiser une entrevue avec vous et votre fille. Nous devrons examiner toutes les preuves et déterminer comment procéder avec les accusations. » Marshall ressentit une satisfaction sombre. Les rouages de la justice commençaient enfin à tourner, mais lentement. Les siens tournaient bien plus vite. « Agent Sampson, je devrais vous informer que le principal coupable a fui l'État. Je crois qu'il est actuellement en Floride. Nous nous chargerons de l'appréhension, sergent. En attendant, je vous demande de me promettre que vous n'agirez pas seul contre les suspects. » Marshall resta silencieux un long moment. « Je vous promets de ne rien faire d'illégal. » Ce n'était pas exactement la promesse que l'agent Sampson avait demandée, mais c'était la seule que Marshall pouvait faire en toute conscience. Parce que, bien qu'il ne briserait aucune loi, il utiliserait tous les moyens légaux à sa disposition pour s'assurer que Brian Mcgowan et Candace Wallace ne menaceraient plus jamais sa fille. Et s'il tentait de revenir, s'il cherchait à nuire à Grace à nouveau, eh bien, il y avait bien des moyens légaux pour neutraliser ces menaces. Marshall n'avait qu'à être créatif. En raccrochant le téléphone, Marshall se mit à planifier. La phase 1, documentation et procédure légale, était en cours. La phase 2 nécessiterait plus de finesse, plus de patience, et le genre de réflexion stratégique qui lui avait permis de survivre à 3 déploiements militaires. Brian Mcgowan et Candace Wallace pensaient pouvoir disparaître dans de nouvelles vies, laissant derrière eux le traumatisme de Grace comme un mauvais souvenir. Ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Marshall Wallace n'oubliait jamais un ennemi, et il ne pardonnait jamais une menace pour sa famille. Chapitre 5, la patience du chasseur. 2 semaines après le départ de Candace et Brian, Marshall se retrouva dans le bureau de son avocat, Lloyd Clark, en train de passer en revue des papiers de divorce qui ressemblaient à une opération militaire, précis, exhaustif, et conçu pour mener à une victoire totale. Lloyd était un ancien officier JAG qui comprenait non seulement la complexité juridique de ce genre de dossier, mais aussi l'enjeu émotionnel qu'il représentait. « Je n'ai jamais vu une documentation aussi complète,
dit Lloyd en étalant les preuves sur son bureau en acajou. Dossiers médicaux, enregistrements audio, vidéos de confession, témoignages de témoins, rapport du FBI. Marshall, vous avez constitué un dossier qui les condamnerait tous les deux en cour criminelle, sans parler de la cour de famille. Je veux la garde complète, répondit Marshall. Tous les droits parentaux, pas de visite pour Candace, et une ordonnance de protection qui couvre Grace, moi, et toute future famille que nous pourrions avoir. Marshall soutint fermement. Son regard se fit plus sombre. Je veux m'assurer que si je me remarie, si Grace a une belle-mère ou des frères et sœurs, ils seront protégés de toute tentative de représailles. Lloyd acquiesça gravement. Compris. Et pour le partage des biens? Candace peut avoir la moitié de la valeur de la maison et de notre compte épargne. Je veux tout le reste. Le fonds universitaire de Grace, mes bénéfices militaires, les véhicules, tout le reste. C'est généreux dans les circonstances. C'est stratégique, corrigea Marshall. Je veux que ce divorce avance rapidement et discrètement. Plus cela traîne, plus ils auront l'occasion de causer des problèmes. En plus, l'argent n'a aucune importance. Grace, elle, importe. Le téléphone de Lloyd sonna. Il décrocha avec un froncement de sourcils. Oui, passez-la. Il regarda Marshall. C'est l'avocat de Candace. Ils veulent négocier les arrangements de garde. Le sourire de Marshall fut tranchant. Dites-leur que nous accepterons leur reddition inconditionnelle. Sinon, nous les verrons devant le tribunal. Pendant que Lloyd gérait l'appel, Marshall passa en revue les mises à jour de son réseau de surveillance. Cross avait tenu sa promesse. Brian McGowan était surveillé 24 juillet par une rotation d'enquêteurs privés issus de milieux militaires. Les rapports étaient fascinants. Brian avait foncé droit sur Tampa, en Floride, où il s'était inscrit dans un motel bon marché sous un faux nom. Il avait pris contact avec un certain Mario Cotton, un vieil associé qui dirigeait une petite opération de usure. Brian essayait de s'établir en Floride, probablement pour repartir de zéro avec une nouvelle identité et une nouvelle entreprise. Ce que Brian ignorait, c'était que Mario Cotton était déjà sous surveillance du FBI pour des accusations de racket fédérale. L'association de Brian avec lui le signalerait automatiquement pour un examen supplémentaire, un fait que Marshall s'était assuré de faire parvenir aux bonnes personnes grâce à des astuces soigneusement anonymes. Candace, de son côté, séjournait chez sa sœur Dina à Wilmington, mais la dynamique familiale se détériorait rapidement. La distribution des preuves par Marshall avait déclenché une véritable tempête dans la famille Glass. La mère de Candace, Alma Lindsay, l'avait désavouée après avoir vu les photos des blessures de Grace. Son père avait menacé de porter plainte pour agression si Candace osait les contacter à nouveau. L'isolement social était exactement ce que Marshall espérait. Sans soutien familial ni ressources financières, Candace devenait de plus en plus désespérée et instable. Les gens désespérés commettent des erreurs. Les instables commettent des erreurs encore plus grosses. Lloyd raccrocha et se remit au document. L'avocat de Candace prétend une folie passagère, un effondrement émotionnel, une manipulation par Brian McGowan. Ils veulent une visite supervisée et une garde partagée. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Je leur ai dit que Grace avait été mutilée par un homme que Candace avait invité dans la maison de notre client. Candace avait participé aux abus. J'avais suggéré qu'ils se concentrent sur le maintien de leur cliente hors de la prison, plutôt que de négocier la garde de l'enfant. Le téléphone de Marshall vibra, un message de Dick Sims. Grace demande encore à propos de sa maman. Comment je dois gérer ça? Marshall répondit vite, dis-lui que maman est malade et qu'elle doit guérir avant de pouvoir la revoir. Ce n'est pas un mensonge. La vérité, cependant, était bien plus complexe. Grace posait de plus en plus souvent des questions sur sa mère, mais elles étaient ambiguës. D'un côté, elle voulait retrouver sa mère, de l'autre, elle avait une peur profonde d'être à nouveau blessée. Le docteur Jessica Dixon avait expliqué que c'était normal chez les enfants maltraités. L'amour et la peur coexistaient souvent dans les relations avec des figures parentales abusives. Je veux que Candace subisse une évaluation psychologique complète avant qu'elle ne puisse avoir quelconque contact avec Grace, ordonna Marshall. Et ajouter Brian McGowan à l'ordonnance de restriction,
même s'il n'est pas le père biologique de Grace. Sur quelle base? Demanda Lloyd, notant les détails. Il agissait en tant que parent lorsqu'il vivait chez nous. C'est lui qui a infligé les abus physiques et il reste une menace pour la sécurité de Grace. Lloyd prit des notes. Je pourrais argumenter que c'est inhabituel, mais dans ces circonstances, un juge pourrait accepter. Soudain, le téléphone de Marshall sonna. C'était l'agent Andreas Sampson du FBI. Sergent Wallace, nous avons trouvé Brian McGowan à Tampa, et les autorités locales travaillent avec nous pour l'arrêter. Nous préparons également des charges fédérales contre votre femme pour complot et non-dénonciation d'abus sur enfants. Quand l'arrestation aura-t-elle lieu? McGowan devrait être en garde à vue dans les 48 heures. Quant à votre femme, c'est plus compliqué. Son avocat négocie une reddition, et il demande un accord de plaidé coupable. Marshall sentit un froid se répandre en lui. Quel type d'accord? Demanda-t-il, d'une voix calme. Un plaidoyer de culpabilité pour mise en danger d'enfants en échange d'une peine de prison avec sursis et une probation surveillée. Pas de prison, mais perte définitive de ses droits parentaux et inscription au registre des abus sur enfants. C'était bien plus que Marshall n'avait osé espérer. Candace perdrait Grace à jamais, légalement et définitivement. Elle serait également marquée à vie comme une abuseuse d'enfants, ce qui rendrait toute carrière dans l'éducation ou tout futur dans une relation normale quasiment impossible. Et Brian? Il fait face à des charges fédérales pour abus sur enfants à travers plusieurs États. Avec son passé criminel, il risque entre 8 et 12 ans de prison fédérale. Marshall n'avait pas vu cela venir. Candace n'avait pas seulement fait une erreur, elle avait consciemment introduit un criminel violent dans leur maison et donné accès à Grace. La trahison était bien plus calculée qu'il ne l'avait imaginé. Je veux que vous déposiez une motion supplémentaire, dit Marshall à Lloyd. Candace doit subir une évaluation psychologique complète avant tout contact avec Grace. Et McGowan doit être inclus dans l'ordonnance de restriction, même si ce n'est pas le père biologique de l'enfant. Lloyd écrivit les instructions sur son bloc-notes, le regard de Marshall fixé sur lui, toujours perturbé par les nouvelles révélations. Les abus systématiques de Brian étaient évidents, pensa Marshall après avoir raccroché, mais cette information change tout. Candace avait bien plus qu'un rôle passif. Les heures passaient et les événements prenaient leur tournure finale. Le téléphone de Marshall sonna à nouveau. Jake Cross, un ami et spécialiste de la sécurité, était en ligne. Il bouge, Marshall. McGowan et Candace quittent Wilmington avec une ordonnance de saisie de garde basée sur leurs preuves falsifiées. Ils sont en route. Combien de temps avant qu'ils arrivent? 90 minutes, peut-être 2 heures. Marshall se leva d'un coup, sa détermination prenant le dessus. Il avait planifié cette situation avec une précision militaire. Il se dirigea vers son bureau, activant les systèmes de sécurité et examinant les documents juridiques qui scelleraient le destin de Brian et Candace. L'heure fatidique arriva. Marshall ouvrit la porte et trouva le député Hubert Nash, accompagné de Brian McGowan et Candace Wallace. Marshall, avec calme, demanda à examiner l'ordonnance de saisie. Cette ordonnance semble intéressamment détaillée, dit-il en feignant d'analyser le document. Je remarque juste un petit problème. Candace est déjà mariée. À moi. Les visages de Brian et Candace se décomposèrent lorsqu'il révéla que leur mariage était une fraude. Le député, confus, s'éloigna pour vérifier, mais en vain. Jake et son équipe étaient prêts, et les arrestations se firent avec une efficacité impeccable. Vous êtes sous arrestation, annonça l'agent Sampson. Pour complot, parjure, violation d'ordonnances fédérales et tentative d'enlèvement. Les années de prison qui attendaient Brian et Candace étaient inévitables. L'unité de Marshall ne laissait aucune place à la chance. Ils avaient mis en place un piège parfait. La guerre était terminée, et Marshall avait gagné. Dr. Stewart observa Grace qui jouait joyeusement avec Atlas dans le jardin. Marshall, dit-il après une courte pause, je veux que vous compreniez à quel point cette guérison est exceptionnelle. La plupart des enfants ayant subi des abus systémiques portent ces blessures toute leur vie. La guérison de Grace témoigne de votre dévouement, de la qualité des soins qu'elle a reçus, et de sa propre force intérieure. Il s'arrêta un instant, laissant ses mots imprégner l'air.
C'est une enfant incroyable. Marshall répondit doucement, c'est vrai, c'est une enfant exceptionnelle. Dr. Stewart tourna son regard vers lui, droit dans les yeux. Et elle a un père tout aussi incroyable. Puis, le médecin changea de sujet. Il y a quelque chose d'autre que je dois aborder avec vous. Ces derniers temps, Grace vous a posé des questions sur les rencontres et le mariage. Marshall fronça les sourcils, une légère inquiétude traversant son visage. Elle n'a que 7 ans? Répondit-il. Dr. Stewart rit doucement. Pas pour elle-même, Marshall. Elle vous demande si vous vous marierez à nouveau, si elle pourrait un jour avoir une nouvelle maman. Marshall resta un instant silencieux, le regard perdu. L'idée d'un nouveau mariage ne lui avait pas vraiment traversé l'esprit. Tout son focus avait été sur la guérison de Grace, assurant leur sécurité, mais, en y réfléchissant bien, cette pensée n'était pas totalement étrangère. C'est un signe très positif, poursuivit Dr. Stewart. Cela veut dire qu'elle se sent suffisamment en sécurité avec vous pour envisager d'élargir la famille. Marshall réfléchit. Grace méritait une famille saine, et peut-être qu'il y avait encore de la place pour l'amour dans sa vie. Que devrais-je lui dire? Demanda-t-il enfin. Racontez-lui la vérité, répondit Dr. Stewart avec un sourire bienveillant. Que vous vous concentrez sur elle en ce moment, mais qu'un jour, peut-être, vous rencontrerez quelqu'un de spécial qui aimerait tous les deux. Il se leva. Gardez-le simple et honnête. Plus tard, lorsque Dr. Stewart s'éloigna, Marshall retourna dans le jardin où Grace était en train d'apprendre à Atlas à s'asseoir et à rester tranquille. Elle était confiante, ses gestes clairs et assurés, sans aucune trace de la peur qui avait marqué ses premiers mois de guérison. Papa, docteur. Alice dit qu'Atlas est le chien le plus intelligent qu'elle ait jamais rencontré, annonça fièrement Grace. Atlas est spécial, c'est vrai, répondit Marshall avec un sourire. Mais pas aussi spécial que sa petite maîtresse. Grace rougit sous le compliment avant de devenir soudainement sérieuse. Papa, tu penses que maman et Brian sont désolés de m'avoir fait du mal? Marshall sentit un pincement dans son cœur. C'était une question qu'elle posait parfois, et il avait appris à répondre avec honnêteté, mais en fonction de son âge. Je pense qu'ils sont probablement désolés, mon amour, répondit-il doucement. Mais être désolé ne change rien à ce qu'ils ont fait, et ça ne signifie pas qu'ils peuvent revenir dans notre vie. Grace hocha la tête, jetant le frisbee pour Atlas. Je suis contente qu'il ne puisse pas revenir. J'aime notre famille comme elle est. Moi aussi, mon trésor. Moi aussi. Le soir venu, après que Grace soit allée se coucher, Marshall s'assit dans son bureau, révisant les derniers détails de son plan de sécurité à long terme. L'entreprise de J-Cross avait mis en place un système de surveillance permanent qui suivrait Brian et Candace jusqu'à la fin de leur vie. Si l'un d'eux s'approchait à moins de 80 km de Marshall ou Grace, il en serait informé immédiatement. L'équipe juridique de Ralph Best avait créé une structure de protection complète, incluant des fonds en fiducie, des provisions éducatives et des plans de secours pour tous les scénarios possibles. Si quelque chose arrivait à Marshall, Grace serait prise en charge par des tuteurs soigneusement sélectionnés, prêts à préserver sa sécurité. Derek Schultz, quant à lui, avait établi un réseau de contacts dans les forces de l'ordre, les agences fédérales et la sécurité privée pour garantir une réponse rapide à toute menace. La famille de Marshall était protégée par des couches de ressources légales, technologiques et humaines quasiment impossibles à contourner. Le téléphone de Marshall sonna, c'était sa belle-sœur, Janet Park, qu'il avait retrouvée après plusieurs années de contact minimal. Janet, infirmière en traumatologie à Charlotte, avait proposé son aide pour les besoins médicaux de Grace. Marshall, je voulais te donner des nouvelles du groupe de soutien dont je t'avais parlé. Il y a 3 autres pères célibataires dans la région de Charlotte qui ont vécu des situations similaires, des militaires dont les familles ont été menacées ou blessées pendant leur déploiement. Ils ont tous protégé leurs enfants et reconstruit leur vie. L'idée plaisait à Marshall. Grace avait besoin de voir qu'il n'était pas seul, qu'il existait d'autres familles ayant surmonté des défis semblables et prospéré. Organise une rencontre, répondit-il. Mais Janet, ces hommes ont été scrupuleusement vérifiés. Vérification des antécédents, évaluation psychologique, références multiples. Ce sont de bons hommes, Marshall.
Des héros, en fait. Après avoir raccroché, Marshall fit son traditionnel tour de sécurité à travers la maison, vérifiant les systèmes de sécurité, les serrures, chaque porte et chaque fenêtre, s'assurant que tout était parfaitement sécurisé. La salle de sécurité était prête, et le système d'alarme était connecté aux forces locales et à l'équipe d'intervention rapide de GEC. En passant devant la porte de la chambre de Grace, il s'arrêta un instant pour écouter sa respiration douce. Elle dormait paisiblement, sans cauchemar ni pleurs. Sa chambre était décorée de dessins faits lors de ses séances de thérapie, des châteaux, des arcs-en-ciel, des familles de bonhommes en bâton se tenant par la main sous des soleils souriants. Les monstres étaient partis. Les menaces avaient été neutralisées. La justice avait été rendue. Grace était en sécurité, saine et heureuse, entourée de gens qui l'aimaient et la protégeaient. Elle grandirait en sachant que son père déplacerait des montagnes pour la garder à l'abri du mal, et que certaines batailles valaient la peine d'être livrées, quel qu'en soit le prix. Marshall avait remporté une victoire totale, dans tous les sens qui comptaient. Ses ennemis étaient emprisonnés, sa fille s'épanouissait, et sa famille était protégée pour l'avenir. Mais cette victoire venait avec une vigilance inébranlable. Marshall ne cesserait jamais de surveiller, de se préparer, de rester prêt à défendre ce qu'il avait bâti. Car la leçon la plus importante qu'il avait apprise était simple, certaines choses valent n'importe quel prix à protéger. Et Grace, elle, valait tout. Marshall observa Grace, ses yeux se fixant sur elle d'un regard si direct qu'il lui rappelait toujours sa mère. Quand Candace avait encore de la valeur aux yeux du monde. « Papa, tu t'inquiètes pour quelque chose. » Grace, à sa manière, avait cette capacité particulière de percevoir l'inquiétude des autres. Marshall, ayant appris à ne jamais lui mentir, savait qu'elle méritait la vérité, même si elle était délicate. « Des gens posent des questions sur notre famille, répondit-il, pesant ses mots. Ils veulent être sûrs que tu es en sécurité et que tu es heureuse. Quelle sorte de questions? Ils demandent si papa prend bien soin de toi, si tu es heureuse ici, si tu te sens en sécurité. Grace plissa le front. C'est bête. Bien sûr que je suis heureuse et en sécurité. Tu es le meilleur papa du monde. Marshall sourit, touché par cette certitude enfantine. Je suis content que tu ressentes ça, ma chérie. Mais si quelqu'un te pose ces questions, je veux que tu leur dises exactement ce que tu ressens. Dis-leur la vérité sur notre vie à nous. Je le ferai, papa. Mais pourquoi est-ce qu'on me pose ces questions? Marshall prit une profonde inspiration. Parce que ta mère biologique essaie de convaincre les gens qu'elle devrait pouvoir te revoir. Grace se figea. Ce regard, celui d'une enfant de 7 ans soudainement plus mature, faisait écho à sa réaction chaque fois que Candace était évoquée. Je ne veux pas la voir, papa. Elle m'a vu souffrir. Elle a dit que tu étais mort. Ce n'est plus ma maman. Marshall acquiesça doucement. Je sais, mon trésor. Et je te promets que tu n'auras à la voir que si tu le souhaites. Mais certains pensent que les enfants doivent toujours avoir des contacts avec leurs parents biologiques, même quand ces parents ont fait de mauvais choix. C'est idiot, s'exclama Grace avec une assurance de 7 ans. Les mauvais parents devraient perdre leurs enfants pour toujours. Les bons parents, comme toi, devraient garder leurs enfants pour toujours. Marshall éclata de rire devant la pureté de sa logique. Tu as totalement raison. Mais parfois, il faut prouver aux autres qu'on est une bonne famille. Comment on prouve ça? En vivant comme nous vivons. En étant heureux, honnête, et en montrant à tout le monde que tu es en sécurité et que tu es aimé. Grace hocha la tête, solennelle. Je peux faire ça. Je sais bien montrer aux gens que tu es le meilleur, papa. Quand il l'aborda dans son lit ce soir-là, Marshall songea à l'ironie de la situation. La mort de Brian McGowan avait éliminé une menace à jamais, mais en même temps, elle avait ouvert la porte à de nouveaux problèmes. Candace exploitait désormais sa mort pour peindre Marshall comme un justicier dangereux. Un paradoxe, quand on savait qu'elle aurait dû être reconnaissante de ne plus avoir à craindre son ancien partenaire. Le matin suivant, Marshall entama la procédure de soumettre à l'agent Sampson la documentation complète de ses activités. Appels téléphoniques, état financier, carnet de voyage, tout ce qui pourrait prouver son absence de lien avec la mort de Brian.
Mais à mesure qu'il rassemblait les preuves, il se mit à réfléchir sur la justice et ses conséquences. Brian McGowan avait eu ce qu'il méritait, que ce soit par la violence d'une prison ou une quelconque intervention divine. Sa mort était une forme de justice, irrévocable et définitive, que le système judiciaire n'avait pas su rendre. Candace, de son côté, apprenait que certaines actions avaient des conséquences qui dépassaient les tribunaux et les peines de prison. Ses tentatives de manipuler le système échouaient, et elle perdait peu à peu sa crédibilité. Elle purgerait sa peine jusqu'au bout, serait libérée en tant que délinquante sexuelle inscrite, et vivrait le reste de ses jours comme une paria. Marshall avait remporté une victoire que peu avaient eu la chance de connaître, une victoire totale sur les ennemis qui avaient menacé sa famille. Brian était mort. Candace était en prison et discréditée. Grace était en sécurité, heureuse et épanouie. Le prix de cette victoire, c'était une vigilance éternelle. Marshall savait que les menaces ne cesseraient jamais, mais il était prêt à tout sacrifier pour protéger ce qu'il avait construit, pour protéger Grace. 5 ans plus tard, Grace avait 12 ans. Elle était devenue une jeune fille confiante et intelligente, sans la moindre cicatrice visible de ses traumatismes passés. Elle jouait du violon dans l'orchestre de l'école, participait à des concours académiques, et avait évolué en une leader naturelle parmi ses camarades. Lors de sa cérémonie de remise de diplôme du collège, Marshall, dans l'audience, se tenait là, regardant sa fille recevoir le prix de la meilleure élève. À 12 ans, elle avait déjà des projets pour ses cours au lycée et son avenir universitaire. Ses prothèses, mises à jour à 2 reprises, étaient désormais si naturelles que personne ne remarquait qu'elle n'était pas biologique. « Monsieur Wallace », dit une voix derrière lui. C'était le docteur. Alice Stewart, la psychologue de Grace, devenue une amie de la famille. « Docteur Stewart, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est Grace qui m'a invité. Elle voulait que je sois là pour son diplôme. » Le docteur Stewart lui sourit chaleureusement. « Marshall, je veux que vous sachiez qu'après 15 ans de psychologie pédiatrique, je n'ai jamais vu une récupération aussi complète d'un traumatisme infantile grave. Grace s'épanouit de toutes les façons possibles. C'est une enfant exceptionnelle. » Marshall hocha la tête. « Elle l'est. Mais elle a aussi eu un soutien exceptionnel. » Le docteur Stewart devint plus sérieuse. « Grace m'a posé des questions sur sa mère biologique. » Marshall sentit sa mâchoire se contracter. « Quel type de questions ? » Des questions sur son histoire médicale, son héritage génétique, tout ça. Mais elle s'interroge aussi sur le changement de Candace, sur ses regrets sincères. « Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? » Je lui ai dit que certaines réponses viendraient avec l'âge, si elle choisit de les chercher. Mais Marshall, je pense que Grace est désormais émotionnellement prête à comprendre une partie de la vérité sur sa mère. Après la cérémonie, en route vers la maison, Grace, désormais âgée de 12 ans, annonça qu'elle voulait comprendre ce qui était arrivé à sa mère biologique. « Papa, je sais qu'elle est en prison et qu'elle a fait des choses horribles, mais je veux comprendre pourquoi. » Le regard de Grace ressemblait étonnamment à celui de Candace à son âge, mais il y avait en elle une force que Candace n'avait jamais eue. Une clarté morale née de la résilience, non de la souffrance. Ta mère biologique a fait des choix qui t'ont profondément blessé, Grace. Elle a choisi Brian plutôt que ta sécurité, elle a participé à ton abus au lieu de te protéger. Ces choix ont des conséquences. Elle est toujours en prison ? Oui. Elle ne pourra sortir que dans 3 ans. Après cela, elle sera inscrite comme délinquante sexuelle à vie. Grace prit un moment pour assimiler cette nouvelle. Puis elle demanda d'une voix calme. « Tu crois qu'elle est désolée ?» Marshall prit une profonde inspiration. « Je pense qu'elle est désolée des conséquences de ses actes. Mais je ne sais pas si elle est vraiment désolée de ce qu'elle t'a fait. Et ça n'a pas d'importance. Parce que s'excuser ne répare pas le mal. Ça ne rétablit pas la confiance. » Grace acquiesça. Comme ce que Brian m'a fait. Comme ce que tous les deux m'ont fait. Marshall posa une main sur son épaule. Grace, tu n'as aucune obligation de leur pardonner. Ni de maintenir une relation avec eux. Tu ne leur dois rien du tout. Elle se tourna vers lui, un sourire léger sur les lèvres. Mais toi, tu es mon vrai parent.
C'est toi qui m'as protégé. C'est toi qui m'as aidé à guérir. C'est toi qui m'as donné tout l'amour et la sécurité dont j'avais besoin. Marshall sentit une boule dans sa gorge. Grace, tu es la chose la plus précieuse dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferai, c'est pour toi. Pour que tu sois en sécurité et heureuse. Il la regarda, un sourire fier aux lèvres, puis se dirigea vers la porte, prêt à assurer une nouvelle journée de protection pour sa fille. Parce que certaines choses, dans la vie, méritent d'être protégées à tout prix. Et Grace méritait tout. Oh, golden apple. We're at 4 now. Excellent. Thank you, Blue Crab. 11 diamonds left over. Oh, I need this back. Man, comparing this world to the last one, we were blessed in the last world, dude. This one is just going slow as fuck. Alright, it's Diamond Hoe time. Hello, Bones. Never waste your diamonds on a hoe. Wise words, chat room. Okay, we are gonna need food pronto. Pronto stat. Guess now is the best time. It's as good a time as any. Oh, you know what? I don't have arrows. I have 14 arrows. Well, actually, I'm probably about to get arrows pretty soon. Any animals? I don't know what it is about this world, but I cannot find any of the things I'm looking for. I find Diamond Hoes to be pretty effective, actually. Dylan's got big plans. Dylan be making massive farms. But you're here. Yeah, not a sheep in sight, but you're here. I love letting creepers explode. Not worth the durability on my sword, you know? Okay, I need you. Finally. Alrighty. Unity by Big Fat Rat. I do not remember that. What is that? Oh shit, the Celeste music. You definitely know it? I'm sure, yeah, I'm sure if I heard it, I would
recognize it. Then again, maybe not. Oh, we already got melon. That's big. Actually, let's hold on to that just in case. Yeah, food is a problem. Oh, chicken. Chimkin.